Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, est sous le coup d'une enquête pénale en Belgique. Elle est accusée d'avoir négocié en secret un contrat d'achat de vaccins avec Pfizer en se substituant au gouvernement fédéral belge pendant la pandémie de Covid-19. La plainte, déposée par un lobbyiste accrédité, Frédéric Baldan, est unique en son genre car elle vise la présidente de la Commission de manière individuelle. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, est maintenant au cœur d'une enquête pénale en Belgique. Elle est accusée de s'être substituée au gouvernement fédéral pendant la pandémie de Covid-19, en négociant secrètement et directement avec le PDG de Pfizer, Albert Bourla, un contrat d'achat de vaccins, notamment par SMS, avant de supprimer ses messages. Cette plainte déposée par un citoyen belge qualifie ces actes d'usurpation de fonctions et de titres, de destruction de documents publics et de prise illégale d'intérêts et corruption. La plainte est unique en son genre, car elle vise la présidente de la commission de manière individuelle et non l'institution dans son ensemble. Le plaignant Frédéric Baldan est un lobbyiste accrédité auprès des institutions européennes qui a déposé sa plainte mercredi 5 avril auprès du tribunal de première instance de Liège. Il a évalué son préjudice moral à 50 000 €, considérant que les actions de la présidente von der Leyen ont porté atteinte aux finances publiques et à la confiance publique. Les finances publiques belges auraient été lésées par les négociations entre Ursula von der Leyen et Pfizer pour l'achat de 1,8 milliard de doses de vaccins, au prix de 35 milliards d'euros. Le plaignant estime que la présidente de la Commission a sapé la confiance citoyenne dans la puissance publique de l'État belge, en négociant directement avec Pfizer sans mandat et en secret, à la place du gouvernement belge. L'affaire connue sous le nom de Diletgate, en référence à la suppression des fameux SMS, a déjà fait l'objet de plaintes administratives contre la Commission auprès de la médiatrice européenne Emily O'Reilly et de la Cour de justice de l'Union européenne. Toutefois, cette nouvelle plainte est la première à prendre une tournure pénale dans un des 27 États membres de l'Union européenne. Ursula von der Leyen doit maintenant répondre aux accusations d'usurpation de fonctions et de titres, destruction de documents publics, prise illégale d'intérêts et corruption devant la justice belge. Le président Emmanuel Macron a toujours eu pour ambition de se rendre en Chine de façon régulière. La semaine dernière, alors que la Chine se lançait dans 3 jours de manœuvres militaires autour de Taïwan, le président a rendu visite à Xi Jinping, multipliant les sourires et les belles paroles pour éluder de façon aberrante la question des droits de l'homme et négliger complètement les manœuvres militaires imminentes du gouvernement chinois autour de Taïwan. Le journaliste et auteur Pierre-Antoine Donnet a commenté les propos choquants d'un président qui semble s'être laissé berner par le Parti communiste chinois et qui n'a soufflé mot de la question des droits humains dans un pays où le prélèvement forcé d'organes est perpétré à grande échelle, principalement sur des pratiquants de Falun Gong. La semaine dernière, le président Emmanuel Macron s'est rendu à Pékin afin de rencontrer son homologue chinois Xi Jinping. Pour le journaliste Pierre-Antoine Donnet, auteur de nombreux ouvrages sur la question, dont Chine, le grand prédateur, la visite présidentielle n'a porté aucun fruit. S'agissant de cette priorité donc d'essayer de convaincre Xi Jinping de se mobiliser pour faire en sorte que Poutine accepte l'idée de mettre fin à la guerre, je dois dire que le résultat est pratiquement zéro. Dans la mesure où il n'y a eu aucun engagement précis côté chinois et des phrases, ma foi, qui n'engagent à rien, qui avaient déjà été maintes fois exprimées à Pékin sur le fait que la Chine a pour objectif la paix dans le monde, vraiment une litanie de litotes bien connues dans le narratif officiel du Parti communiste chinois. Si vous voulez, on a vu une mise en scène, et je dirais en fait des images d'un président français qui était tout sourire, qui, au sortir du premier entretien, le lendemain de son arrivée avec Xi Jinping, s'est adressé à la presse. C'était pas une conférence de presse, il n'y avait pas de questions, et en compagnie de Xi Jinping. Et donc le voilà qui, tout sourire, se tourne régulièrement vers Xi Jinping en disant je sais pouvoir compter sur vous. Bon, voilà. Et déjà de dire je sais pouvoir compter sur vous, pour moi c'était un peu péremptoire parce que, à vrai dire, l'agenda du président Xi Jinping n'est pas du tout celui du président français Macron. Il ne l'a pas été, il ne l'est pas aujourd'hui, il ne le sera pas demain. Alors pourquoi dire comme ça je sais? Je trouve que c'est un peu hasardeux de la part d'un président de la République française.
La partie la plus contestable des propos d'Emmanuel Macron est venue tout à la fin de son séjour, quand il était à Canton, où il a été vu devant les caméras en train de boire le thé de façon très détendue avec Xi Jinping, dans une résidence de grand luxe, entouré d'un espace un peu idyllique, et où, côté chinois, on voulait bien montrer qu'il y avait d'abord la volonté d'accueillir le président Macron avec tous les honneurs dus à son rang et surtout d'une visite d'État, mais aussi ce qui n'était pas dit, et ça on l'a vu après, le dessein de Pékin, du Parti communiste, n'est pas nouveau. Il est d'une part de semer la division entre les pays européens dans leur politique à l'égard de la Chine, et puis autre dessein non avoué mais très clair, c'est de semer la zizanie entre l'Union européenne et les États-Unis. À la suite de ces prises de vue, Macron a quitté la Chine en déclarant que l'Europe ne devait pas emboîter le pas des États-Unis sur la question de Taïwan. En parallèle, la Chine se lançait dans 3 jours de manœuvres militaires autour de Taïwan. Alors, ce qui s'est dit en coulisses, on ne le saura pas, par la force des choses, parce qu'il y a ce qui est public et ce qui ne l'est pas. Mais pour reparler de Taïwan, l'Élysée a fait savoir que vendredi, donc au dernier jour de sa visite à Canton, il a eu des entretiens extrêmement denses, est-il dit à l'Élysée, sur le sujet de Taïwan. Et on ne sait pas ce qui s'est vraiment dit. Par contre, le discours public est pour le moins étrange. Après avoir conclu un bilan quasiment nul sur le plan politique, l'expert a ajouté qu'Emmanuel Macron n'avait pas daigné mentionner les droits de l'homme en présence du chef d'État, en dépit de la récente déclaration unanime du Congrès américain de sanctionner les auteurs des prélèvements forcés d'organes perpétrés à grande échelle et en grande partie sur des pratiquants de Falun Gong en Chine. Faire preuve de faiblesse, c'est ouvrir la porte à toute cette politique qui continue sans être inquiétée, ce qui est établi par des photos satellites, des témoignages, des enquêtes extrêmement poussées, qu'il y a des abus des droits de l'homme considérables en Chine, qui non seulement ne ralentissent pas, mais depuis 2012, donc depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, ne font que se multiplier. Et le président Emmanuel Macron a déclaré que la politique de la France à l'égard de Taïwan restait inchangée. Cette déclaration intervient après qu'il a été confronté à des réactions négatives pour les commentaires qu'il avait faits dans une interview, déclarant que ce serait la pire chose pour l'Europe de devenir suiviste sur la question de Taïwan et de suivre la politique américaine. Ces remarques ont suscité des critiques dans le monde politique. Pour en savoir plus, NTD Royaume-Uni s'est entretenu avec le député Tim Loughton, président de la Commission des droits de l'homme du Parti conservateur. Bonjour Tim Loughton, je suis ravi de m'entretenir avec vous. Macron a récemment fait la une des journaux pour avoir suggéré dans une interview que l'Europe devrait prendre ses distances par rapport aux tensions entre les États-Unis et la Chine à propos de Taïwan. Quelle menace le régime chinois fait-il peser sur Taïwan ? Je pense que le régime chinois représente une menace non seulement pour Taïwan, mais aussi pour le reste du monde occidental et la façon dont nous envisageons les choses. J'ai trouvé très regrettable et peu judicieux de la part du président français d'essayer d'enfoncer un clou entre la politique de la France et des nations européennes et même du Royaume-Uni et des États-Unis. Nous avons un objectif commun et une cause commune en nous opposant à certaines des oppressions que nous avons vues menées par le régime chinois et essayer de fragmenter ce lobbying contre ce que fait la Chine est très inutile et je pense que c'est faire passer à la Chine le mauvais message. Quel rôle le Royaume-Uni peut-il jouer pour contrer l'agression du Parti communiste chinois ? Nous avons tous un très grand rôle à jouer. Ce que l'Occident a fait pendant de trop nombreuses années et jusqu'à récemment, c'est de ne pas dénoncer la façon dont la Chine traite les habitants de son pays et le reste du monde. Cette tendance s'est enfin inversée avec les révélations surprenantes sur les violations des droits de l'homme et ce que de nombreux parlementaires ont qualifié, à juste titre, de génocide à l'encontre des Ouïghours dans la province du Xinjiang. Il semble que le président Macron se soit rendu à Pékin avec de nombreux hommes d'affaires pour signer de nombreux accords commerciaux.
Il a signé des contrats d'infrastructure avec la Chine, sur lesquels nous avons attiré l'attention au Royaume-Uni et dont le gouvernement s'est absolument retiré. Mais la France a continué à faire comme si la situation était normale et qu'elle traitait avec un partenaire commercial normal. Cette attitude n'est vraiment pas utile. C'est pourquoi il est très important que le Royaume-Uni et la plupart des autres pays européens disent « Attendez une minute, nous ne pouvons pas traiter avec la Chine de façon normale. Nous devons dénoncer les abus qu'ils commettent dans leur pays. Nous devons absolument leur faire comprendre qu'une invasion de Taïwan n'est absolument pas acceptable. Et nous devons être unis dans ce domaine. » Quelle est l'importance pour l'Europe de s'aligner sur les États-Unis par rapport à la Chine? Il ne s'agit pas de s'aligner sur les États-Unis. Les démocraties occidentales partagent des valeurs communes. La première d'entre elles est le respect des territoires souverains et l'impossibilité d'utiliser la puissance militaire pour envahir un pays dont la Chine prétend qu'il fait partie d'elle. Mais ce n'est absolument pas le cas et toute résolution du statut de Taïwan ne devrait pas être décidée par les avions de chasse et les navires de guerre de la Chine. Il est donc très important de ne pas présenter cette affaire comme un scénario opposant les États-Unis à la Chine. Il s'agit des démocraties occidentales qui reprochent à la Chine de ne pas respecter les normes et les valeurs du droit international, ainsi que les violations des droits de l'homme qu'elle inflige à son propre peuple et à ceux qui vivent au-delà des frontières de la Chine. Tim Lawton, merci beaucoup d'être venu. La personne qui a divulgué un certain nombre de documents classifiés du Pentagone est un jeune homme d'une vingtaine d'années qui les a partagés dans un groupe de discussion. C'est ce que révèle un nouveau rapport, voici les détails. Le Washington Post rapporte avoir découvert où les documents classifiés des États-Unis qui ont fait l'objet d'une fuite ont été initialement mis en ligne. Selon le journal, un jeune homme travaillant sur une base militaire les a partagés sur un serveur Discord. Discord est similaire à un grand groupe de discussion, principalement utilisé par les jeunes joueurs de jeux vidéo. Le jeune homme, connu sous le pseudonyme de OJ dans le serveur Discord, aurait eu une habilitation top secrète sur la base où il travaillait. On ne sait pas exactement de quelle base il s'agit. L'article dit avoir interrogé un autre jeune homme âgé de moins de 18 ans, qui faisait partie de ce serveur Discord. Ce jeune homme aurait déclaré au journal qu'il était impressionné par la capacité d'OJ à prédire les grands événements avant qu'ils ne fassent la une des journaux, des choses que seule une personne ayant ce type d'habilitation pouvait savoir, et qu'il est en forme, il est fort, il est armé, il est entraîné, tout ce que l'on peut attendre d'un film d'action. Ce membre connaîtrait le vrai nom d'OJ et l'état dans lequel il vit. Une chasse à l'homme est actuellement menée par le FBI pour retrouver l'auteur de la fuite. Le Pentagone, quant à lui, serait en train d'examiner les documents divulgués. Un effort interagence a été mis en place pour évaluer l'impact que ces documents photographiés pourraient avoir sur la sécurité nationale des États-Unis et sur nos alliés et partenaires. Le jeune membre dit qu'il s'attend à ce que les enquêteurs l'interrogent d'un jour à l'autre. Le soi-disant OJ serait sceptique à l'égard du gouvernement américain, affirmant que les agences de renseignement répriment les citoyens. Il s'est également plaint des excès du gouvernement. Les documents divulgués en question contiennent des informations sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine, sur l'espionnage de ses alliés par les États-Unis, etc. Les informations sont très détaillées, notamment sur les lieux où sont stationnés les personnels militaires et les armes. D'autres informations classifiées sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine auraient fait surface en ligne jeudi matin. Les documents montrent que des forces spéciales du Royaume-Uni et d'autres alliés de l'OTAN ont opéré en Ukraine. Le ministère de la Défense du Royaume-Uni a mis en garde contre le fait de prendre ces allégations pour argent comptant. Des médias, dont la BBC et The Guardian, ont rapporté qu'un document daté du 23 mars indiquait que 50 membres des forces spéciales ukrainiennes avaient été déployés dans le pays. Mais le document ne précise pas où se trouvent les forces prétendument déployées, ni ce qu'elles font exactement. Le Kremlin a déclaré hier qu'il n'était pas certain que ces allégations soient fondées. Et la Corée du Nord a tiré ce qui pourrait être un nouveau modèle de missile balistique ce jeudi 13 avril. Le lancement a déclenché une alerte dans le nord du Japon, où les habitants ont été invités à se mettre à l'abri. Voici davantage d'informations.
Les sirènes de missiles ont secoué les habitants de l'île septentrionale d'Hokkaido au Japon jeudi matin. La population a été invitée à se mettre immédiatement à l'abri, après que la Corée du Nord a tiré ce qui semblait être un nouveau modèle de missile balistique. L'alerte au missile a provoqué des retards sur les lignes de chemin de fer. Les voyageurs ont regardé avec confusion les informations de retard à la gare de Sapporo, un événement singulier par rapport à l'extrême ponctualité habituelle. L'alerte d'évacuation a été levée par la suite, après qu'il a été confirmé que le missile était tombé en dehors du territoire japonais. Malgré les problèmes qu'elle a causés, le secrétaire général du cabinet, Hiroku Matsuno, a défendu l'émission de l'alerte. L'alerte permet d'informer le public du danger que représente la chute d'objets provenant de missiles. C'est dans le but de donner la priorité à la sécurité de nos concitoyens. L'alerte était donc appropriée. Le missile de Pyongyang a parcouru environ 1000 km selon la Corée du Sud, qui l'a qualifié de grave provocation. Le lancement a eu lieu quelques jours après que le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a appelé à renforcer la dissuasion militaire du pays d'une manière plus pratique et plus offensive pour contrer les soi-disant mouvements d'agression des États-Unis. Les paroles fortes de Pyongyang ont été prononcées alors que le Sud poursuivait ses exercices militaires conjoints avec les États-Unis. L'armée de l'air sud-coréenne a effectué des exercices de ravitaillement en plein vol dans des vidéoclips diffusés cette semaine. Adrienne Watson, porte-parole du Conseil national de sécurité, a déclaré dans un communiqué que tout en condamnant le dernier essai de missile, Washington a renouvelé son offre d'ouverture de négociation. La porte n'est pas fermée à la diplomatie, mais Pyongyang doit immédiatement cesser ses actions déstabilisatrices et opter pour un engagement diplomatique. Et Pékin prévoit de fermer l'espace aérien au nord de Taïwan, une zone qui pourrait avoir un impact sur l'aviation internationale, en particulier pour les pays voisins comme le Japon et la Corée, ainsi que les États-Unis. La déclaration a été faite mercredi par le ministère de la Défense de Taïwan. Le ministère a indiqué que la zone d'exclusion aérienne se situerait dans sa zone d'identification de défense aérienne, à environ 157 km au nord de ses côtes. D'après les informations publiques, il s'agira de missions liées à l'aviation et à l'espace, ce qui signifie qu'il pourrait s'agir de tout ce qui a trait aux satellites et à la communication. Je crois que tous les départements enquêtent pour savoir s'il s'agit vraiment de ces missions. Une agence de presse japonaise a déclaré que la zone d'exclusion aérienne incluait également une partie de la zone économique exclusive du Japon. Quelques heures plus tard, l'île a déclaré qu'elle avait réussi à convaincre la Chine de réduire considérablement son plan, en ramenant la durée de la zone d'exclusion aérienne à environ une demi-heure dimanche matin. Ce délai est inférieur aux 3 jours initialement prévus. Ce changement permettra d'éviter de graves perturbations dans les déplacements, comme cela s'est produit lors des exercices militaires chinois en août dernier. Le Brésil accueille le plus grand salon de la défense et de la sécurité d'Amérique latine. L'événement se déroule à Rio de Janeiro. Il présente les dernières technologies de défense. Cos Temenes de NTD nous en dit plus. La 13e édition du salon LAAD, Défense et Sécurité, a débuté à Rio le 11 avril. Plus de 130 délégations officielles du monde entier sont attendues à cet événement. Les exposants représentent plus de 400 marques couvrant un large éventail de sujets, de l'ingénierie aéronautique et navale, aux munitions et aux armements, en passant par les véhicules, la cyberdéfense et les équipements personnels et militaires. L'événement propose également des services de conseil et de formation. Lors de la cérémonie d'ouverture de mardi, le ministre brésilien de la Défense, José Múcio, a souligné l'importance de l'industrie de la défense pour le pays. Dans son discours d'ouverture, il a indiqué aux participants que la base industrielle de défense employait actuellement près de 3 millions de personnes au Brésil et que chaque emploi dans l'industrie génère plus de 2 emplois et demi dans d'autres secteurs. Cos Temenes, NTD Actualité. La tournée 2023 de Shen Yun continuera en France du 16 au 21 avril à Montpellier, avant de se diriger à Tours les 24 et 25 avril et terminera à Paris du 26 avril au 6 mai. Les dernières places sont encore disponibles sur shenyun.com. On peut dire que le divin était là, dans le sens où les danses sont très aériennes. Parfois, on pourrait penser qu'on est dans un rêve presque. Ça paraît surhumain, ça paraît... c'est de l'ordre de l'irréel presque. Donc oui, on peut qualifier ça de divin. Très impressionnant. Beaucoup de techniques, il y a de la grâce, mais aussi des prouesses, des pirouettes, etc. C'est vraiment impressionnant, ouais. Très, très beau. On est très impressionnés par leur attitude, leur mouvement, l'ambiance pénètre dans tous les spectateurs.
D'une part les danseurs, plus les écrans visuels qui donnent vraiment une interaction avec l'art divin également, et c'est impressionnant. Et on entre dans l'atmosphère en fait, on entre vraiment dans l'histoire. Et je trouve que les danseurs réussissent à nous transformer, à nous mettre dedans. Et ça, c'est vraiment unique. J'ai senti surtout une harmonie entre les messages qui sont diffusés au travers des tableaux et la beauté de la prouesse artistique. Et l'ensemble crée une véritable harmonie, ce qui fait que le spectacle se déroule comme un enchantement. Je trouve qu'on ressent un espèce d'apaisement interne qui se dégage à l'extérieur, et ce qui donne un aspect très serein, très maîtrisé et très beau. Enfin, ils sont forts, ils sont souples, et on dirait que c'est facile, il n'y a pas une goutte de transpiration, il y a toujours le sourire qui est là, et ça c'est exceptionnel aussi. Dans les mouvements qui sont faits, dans la connexion qu'ont les personnes entre elles et le divin, c'est très tourné avec des interconnexions, c'est très beau. Qui apporte beaucoup aux humains pour aussi s'améliorer. De l'espoir, je pense qu'il y a cette connexion-là, que tout peut être réglé aussi par une connexion qui va au-delà de ce qu'on peut connaître au niveau terrestre en fait, ou humain, et que il faut croire en plus grand aussi que soi, et qui peut nous apporter beaucoup de choses et d'aide. Dans le monde actuel, je pense que ça permet de véhiculer déjà des images au niveau de la culture chinoise à travers le monde. Et c'est très enrichissant. Un message de beauté, de sagesse et de transmission, et surtout un rappel de ces valeurs traditionnelles qu'il ne faut surtout pas oublier. Un message qui est délivré par rapport à toute la culture chinoise, et justement la culture ancestrale chinoise. Et ça, pour moi, c'est très important pour acquérir une certaine forme de sagesse dans un monde qui est complètement fou et perturbé. Je trouve que dans la culture, en tout cas de Shen Yun, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas en France, mais il y a une certaine culture du respect de l'artiste pour le public et pour l'art qu'il défend. Et je trouve que ça se ressent énormément. Et je trouve que c'est une belle leçon de vie de pouvoir... cette notion de respect, je trouve, qui est présente tout le long du spectacle. Oui. Le monde actuel aujourd'hui est assez anxiogène de par les nouvelles qu'on apprend chaque jour. Et ça met une note d'espoir pour nos vies à chacun. Je pense qu'on peut appliquer ces valeurs-là au quotidien, et peut-être que le monde serait plus simple aujourd'hui. Mais c'est des belles valeurs à défendre, même si elles sont essentielles et qu'elles peuvent paraître peut-être simples. Mais elles sont essentielles pour nous, oui. Depuis la Cité des Congrès à Nantes, pour NTD Télévision. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver tous les programmes de NTD sur Genjing World, la plateforme 100% propre, en tapant www.genjing.com/fr-fr ou en cliquant sur le lien qui se trouve sous notre vidéo YouTube. Je vous souhaite à toutes et à tous, et de la part de toute l'équipe, une excellente soirée sur NTD.